Alors, bienvenue à la révision de géographie de secondaire 2, territoire autochtone, partie 1. On va voir aujourd'hui la localisation et les caractéristiques d'un territoire autochtone. Table des matières, je passe rapidement. Tout d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on peut qualifier un peuple de autochtone? Il y a 3 critères très bien établis par l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies, une organisation mondiale, et les 3 critères sont les suivants. Donc, avoir existé sur un territoire bien avant l'arrivée des peuples colonisateurs. Donc, il fallait que tu sois là avant qu'il y ait un peuple colonisateur. Un peuple colonisateur, c'est, par exemple, les Français ou les Anglais ici au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Donc, il y avait des peuples qui y vivaient avant que les Européens arrivent par bateau à partir du 15e, 16e, 17e siècle. Il faut avoir un attachement profond envers le territoire de ses ancêtres. Donc, c'est des gens qui sont établis sur un territoire depuis extrêmement longtemps, okay? Des centaines, voire des milliers d'années. Donc, il y a un attachement envers ce territoire-là. Il y a une culture distincte. Donc, ils ont une langue différente, ils ont des coutumes différentes, ils ont un mode de vie différent. Et troisième, évidemment, il faut qu'ils se considèrent comme différents du peuple qui domine le territoire. Donc, les Amérindiens qui vivent au Québec, ce ne sont pas eux qui dominent le territoire, c'est le gouvernement québécois. Okay? Donc, et eux se disent, les gens qui me dominent sont différents de moi. Donc, si tu adhères à ces 3 critères-là, tu peux être considéré comme un peuple autochtone. Sont situés où ces peuples autochtones-là? On a ici une carte du monde avec 8 des peuples qu'on a choisis. Il y en a évidemment beaucoup plus que ça. Mais on va se concentrer, nous, principalement sur les 2 au Canada. Okay? Ici, en haut, au nord, on a les Inuits. Et en 2, ici, on a les Cris de la Jamésie, okay, au nord-ouest du Québec, qu'on appelle aussi la baie, en bordure de la baie James. C'est sur eux qu'on va se concentrer pour la suite de la révision. Donc, le territoire Cri, c'est où? Évidemment, sur la carte du monde, on vient de le montrer. En Amérique du Nord, au nord-ouest du Québec. Okay? Le Québec, facile à reconnaître dans le monde. Okay? On a ici, on dirait 2 petites oreilles de chien. On dirait un museau de chien ici. Donc, au nord-ouest, on a le territoire Cri, qu'on appelle aussi la Jamésie, en honneur de la baie James, qui borde le territoire. Les nomades, on le dit, il fallait qu'ils soient là bien avant l'arrivée des colonisateurs et qu'il y ait un mode de vie différent. Donc, le mode de vie de ces Cris-là, c'était d'être des nomades. Et des nomades, c'est des gens qui ne restent pas à la même place à longueur d'année. Ils se déplacent selon les saisons, selon les mouvements de troupeaux, et etc. Ce qu'ils faisaient, ils faisaient de la chasse, de la pêche et du piégeage. Quand les Européens sont arrivés, au début, les Amérindiens, les Européens étaient très peu nombreux, donc faisaient du commerce des fourrures avec eux et en ont retiré certains bénéfices. Mais lorsque le commerce de la fourrure est plus devenu avantageux pour les Européens, ben, les Amérindiens occupaient une grande partie du territoire parce qu'ils étaient là depuis toujours. Et pour les Européens, qui se considéraient à cette époque-là comme supérieurs aux Amérindiens, les Amérindiens devenaient un petit peu gênants. Okay? Si toi, tu construisais une ville, puis l'hiver venu, les Cris s'en venaient, puis vu qu'ils étaient nomades, ils venaient dans ta ville, ça ne fonctionnait pas. Donc, à partir de la Confédération, de la création du Canada, on va, en 1867, adopter ce qu'on appelle la loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens, si je peux faire une métaphore, c'est que on va carrément les mettre dans un territoire donné et c'est comme si on mettait une clôture autour du territoire. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce territoire-là, mais vous n'avez pas le droit d'en sortir. Mais ça ne prenait pas en compte le fait que ces Autochtones-là, ces Amérindiens-là, ben, le territoire pour eux, c'était peut-être pas celui-là qu'ils utilisaient depuis des centaines, voire des milliers d'années. Okay? Donc, devant cette nouvelle réalité-là, les Autochtones vont passer d'un mode de vie qui est nomade et n'auront pas le choix de devenir sédentaires. Et donc, en devenant sédentaires, il y avait déjà un attachement profond au territoire, mais ils vont avoir un attachement encore plus profond parce que ce territoire-là va devenir leur territoire. Ça va devenir, ils n'auront pas le choix de s'en occuper. Okay? Et le territoire traditionnel des Cris, c'est la phrase ici, Eyu Ischi, probablement que je ne dis pas bien, qui signifie territoire Cri. Ils vont avoir une certaine continuité dans le mode de vie. Ils vont continuer à faire la chasse, la pêche, le piégeage. Ils vont continuer à parler leur langue. Okay? Mais ils vont avoir des nouveautés dans leur mode de vie.
Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que sur leur territoire, il y a d'énormes ressources naturelles. Des ressources naturelles que le gouvernement québécois veut exploiter. Que ce soit l'hydroélectricité, okay, qu'on va voir dans le territoire énergétique, que ce soit les forêts ou les mines. Donc, les CRI vont devoir gérer ça et vivre avec ça. Il va y avoir du tourisme aussi, du transport, évidemment, c'est très difficile d'y aller. Il y a de longues routes, donc on a besoin de gens qui connaissent l'endroit et vont être capables de faire leur propre commission scolaire éventuellement pour avoir un système d'éducation qui ressemble à leur vie. Ces gains-là vont être faits à la suite de 2 conventions entre Autochtones et le gouvernement. Donc, évidemment, en 1867, on va devoir attendre plus de 100 ans plus tard, en 1975, pour avoir une entente d'égal à égal entre les Autochtones et le gouvernement. Donc, en 1975, le gouvernement dit ben, on veut vous considérer, les Autochtones, puis on veut vous considérer comme un peuple un peu plus à part entière. Donc, les Autochtones, ce qu'ils veulent, eux, c'est un respect de leur mode de vie. Ils veulent que leur mode de vie soit respecté. Okay? Et le gouvernement, eux, veulent pouvoir aller exploiter les ressources du territoire CRI. Donc, la première, c'est la Convention de la baie James du Nord du Québécois en 1975. Le gouvernement, ce qu'il veut, lui, il veut avoir un droit d'exploitation des ressources hydroélectriques. Ce qu'il va obtenir, en échange, 2 peuples, les CRI et les Naskapi, vont obtenir du gouvernement québécois un respect de leur mode de vie et de leurs droits ancestraux. On va voir un peu plus tard c'est quoi les droits ancestraux. On s'avance dans le temps. En 2002, la paix des Braves, donc après 1975, les revendications, donc ce que les Autochtones veulent, ne se terminent pas là. Okay? Les CRI vont vouloir obtenir un petit peu plus de la part du gouvernement. Le gouvernement, de son côté, dit « Moi, je veux continuer d'exploiter les ressources hydroélectriques », mais va se rendre compte et va être d'accord avec les CRI qu'ils doivent obtenir plus de pouvoir décisionnel, d'autonomie sur leur territoire. Et surtout, le gouvernement fait énormément d'argent avec ces barrages hydroélectriques, avec l'électricité qui s'en découle, avec Hydro-Québec. Et les CRI disaient, ben, le gouvernement fait beaucoup d'argent avec des ressources sur notre territoire et nous, on n'a pas cet argent-là. Donc, ils vont vouloir avoir une compensation financière, donc avoir une partie de l'argent, une partie du profit qui est faite par le gouvernement. On va demander qu'il soit redistribué à la communauté CRI. Qu'est-ce que les droits ancestraux qui sont reconnus aux Autochtones? Donc, des droits de chasse, de pêche, d'exploitation des ressources et d'exclusivité d'utilisation et d'exploitation du territoire. Okay? C'est des droits qui sont détenus par un peuple autochtone qui viennent d'une pratique traditionnelle d'occupation ancestrale du territoire. Donc, une pratique traditionnelle, on l'a dit, la chasse, la pêche, ils le font depuis des centaines, voire des milliers d'années, bien avant que les Européens y arrivent, bien avant qu'il y ait un gouvernement québécois. Et même chose, ils occupent le territoire bien avant l'arrivée des Européens et le gouvernement québécois. Okay? On va diviser les terres des CRI en 3 catégories. Donc, les terres 1 et 2, c'est usage exclusif des Autochtones. Et 3, les terres publiques qui peuvent être utilisées par tous pour la chasse et la pêche. Donc, il y a des territoires de chasse et de pêche où seulement si tu es un CRI, tu peux aller chasser ou pêcher. Si tu es un non-autochtone, tu ne peux pas y aller. Pour être capable de négocier avec le territoire, les CRI ont dû s'organiser dans des institutions un peu comme un gouvernement. Okay? D'abord, à la base, on a des conseils de bande. Donc, chaque petit groupe, c'est très grand, la Jamésie, le territoire CRI. Donc, chaque petit groupe, chaque bande a un chef, des conseillers qui gèrent leur bande, on pourrait dire un peu comme une ville. Okay? Il va y avoir un gouvernement régional qui va rassembler plusieurs de ces bandes-là, pour exercer un pouvoir décisionnel. On pourrait penser l'équivalent d'un centre du Québec, qui regroupe la ville de Drummondville, mais aussi de Victoriaville, de Bécancour, etc. Et finalement, les bandes se réunissent au moment de négocier avec le gouvernement. Ils ont un grand conseil et un gouvernement qui pourrait se comparer au gouvernement québécois. Donc, il va y avoir un grand chef, l'adjoint au grand chef, le chef de chacune des communautés. Et c'est ces gens-là qui devront négocier avec le gouvernement. Ce ne sont pas chaque petite bande
qui négocient un accord séparé avec le gouvernement. Ils vont tous se rassembler pour avoir une seule voix. Okay? C'est plus simple de négocier de cette façon-là. Ils vont pouvoir avoir un plus gros poids pour négocier avec le gouvernement. Ceci étant dit, je vous invite à aller compléter le mini-test numéro 1.